Voilà, nouvel entretien, pas des moindres, avec la présidente de la Haute Autorité de Santé, Madame Le Guludec. Merci d'être avec nous ici sur le plateau FHP Direct de la Paris Healthcare Week, ce premier jour. C'est un congrès important. Vous êtes habitué à venir ici visiter, voir les hospitaliers, l'hospitalière que vous étiez? Et que je demeure un petit peu, puisque je continue à aller un petit peu à l'hôpital, quand même une fois par semaine. J'ai quelques patients encore que je suis. Oui, d'abord, c'est la deuxième fois à titre personnel que je viens, mais je sais que la HAS est très fidèle à ce congrès qui est vraiment important pour tout le milieu de la santé. Vous avez un très grand stand, magnifique stand à côté. Oui, et nous essayons de faire le plus de pédagogie possible pour faire connaître ce que nous faisons. Parce que la Haute Autorité de Santé, c'est aussi une grande maison de pédagogie. C'est faire connaître aux Français, aux professionnels de santé, les travaux qui se font, essayer d'avoir une vision d'avenir, c'est ça? C'est une maison de co-construction avec les professionnels, avec les patients. Et c'est une maison de diffusion au maximum. Mais nous sommes bien conscients des limites de la diffusion par la HAS. C'est pour ça que nous avons besoin de vous, que nous avons besoin de toutes les associations de professionnels et de patients pour relayer nos messages. Quand vous dites ça, c'est avec un peu de regret, parce qu'il y a quelques grandes évolutions ou des pathologies que l'on n'arrive pas à expliquer aux Français, c'est ça que vous voulez dire? Non, je pense que voilà, il faut que ce soit les patients, les usagers du système, les professionnels, tout va très vite. Les gens prennent peu le temps de lire. Il faut être le plus concis possible, le plus imagé possible, avoir des messages courts, avoir des messages le plus didactiques possible pour arriver à donner des outils efficaces. Oui, on en parlera peut-être tout à l'heure parce que c'est important, mais c'est symboliquement important. Mais enfin, ces maladies comme le Lyme, par exemple, une maladie ou un traitement, pas une maladie, mais l'homéopathie. Enfin voilà des sujets d'actualité qui vous placent dans le fond au cœur du système. C'est-à-dire que souvent, les médecins disent qu'en pense l'HAS. Mais c'est vrai qu'avec nos trois grandes missions qui sont d'évaluer tous les produits et les actes pour le remboursement, qui sont d'élaborer les recommandations, et maintenant aussi bien pour le social, le médico-social que pour le soin, et de mesurer la qualité des prestations, qu'elles soient sociales, là aussi, médico-sociales ou santé. Nous avons un champ d'action très très large et il passe beaucoup de choses par l'HAS. C'est moins connu le médico-social. C'est vrai que c'est une nouvelle plus récent. Responsabilité que vous avez eue en englobant l'agence. L'ANESM, nous avons englobé l'ANESM en avril dernier avec ses missions qui sont extrêmement importantes, puisque c'est l'élaboration de toutes les recommandations pour tout le secteur, les services et les établissements sociaux et médico-sociaux. Et puis, la loi est en train de nous confier toute la refonte de dispositifs d'évaluation des services et structures sociales et médico-sociales. Donc c'est un grand chantier, c'est un vrai challenge. Les hospitaliers, on est ici donc dans le monde des hospitaliers, connaissent la Haute Autorité de Santé, surtout pour la certification. Alors ces chantiers-là, on en est où? Alors la certification, elle est en pleine refonte. Je dirais à nouveau, parce que c'est un dispositif qui a 20 ans et qui a maturé au fil du temps. Et elle a acquis une certaine... Je crois que personne ne nie maintenant le progrès qu'elle a fait faire à l'ensemble des établissements en France. Mais disons que chaque étape permet de l'enrichir et de l'améliorer. Et nous souhaitons vraiment changer de braquet cette fois-ci pour nous adresser davantage aux équipes de soins. Nous souhaitons passer davantage de l'évaluation des processus, des organisations, des moyens, vers l'évaluation des résultats, qu'ils soient vus par les professionnels ou qu'ils soient vus par les patients. Et nous souhaitons favoriser, dynamiser cette culture qualité qui existe en France, mais qu'il faut valoriser un maximum parce qu'elle a du sens pour tous les professionnels. Alors quand vous dites que vous rouvrez le chantier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous refaisons tout le référentiel. Nous avons travaillé pendant 1 an l'année dernière avec les professionnels, avec les patients, pour reconstruire un nouveau référentiel. Il a été en ligne depuis très peu de temps pour être commenté par tout le monde. Nous allons l'enrichir. Et une deuxième partie va donner les éléments de mesure de ce référentiel et nous allons le déployer à partir de fin 2019. Alors, deuxième grand sujet, c'est aujourd'hui, j'allais dire à la mode, c'est la pertinence des soins. C'est à la mode
probablement parce que certains médecins se l'étaient accaparé, ou en tout cas avaient dit que c'était important, mais la ministre a donné des instructions assez précises, ou en tout cas un cadre. Ça, c'est un de vos chantiers aussi. La ministre a souhaité... notre système, il est vraiment en tension par rapport aux besoins, par rapport aux évolutions. Et des transformations extrêmement profondes sont nécessaires. Et la ministre a voulu mettre comme boussole la qualité et la pertinence comme boussole de ces transformations. Et je crois que c'est vraiment une bonne chose. Maintenant, il y a loin de la coupe aux lèvres, il faut y aller. Il y a un autre sujet, enfin il y a plusieurs autres sujets dont vous vous saisissez. C'est notamment un grand champ sur l'innovation. Où en sont les chantiers, notamment d'ailleurs d'évaluation qui avaient été entrepris? On ne les voit pas trop évoluer. Où est-ce que l'on en est? Si, nous travaillons beaucoup sur les méthodologies d'évaluation et elles évoluent énormément en ce moment. Pourquoi? D'abord parce que ce qui arrive comme innovation, que ce soit numériquement ou qualitativement, sont vraiment en rupture. Hein. Déjà, pour vous donner quelques chiffres, en 3-4 ans, la Commission de la transparence qui évalue les médicaments a vu ses dossiers augmenter de 35% et celle qui évalue les dispositifs a augmenté de 60%. Donc vous voyez déjà le rythme d'innovation qui arrive. Il y a également tout le numérique qui arrive. Nous avons aujourd'hui, un industriel a déposé le premier dispositif médical connecté embarquant de l'intelligence artificielle. Tout ceci demande une refonte des méthodologies d'évaluation, un travail interne d'appropriation et d'évolution que nous faisons d'ailleurs en regardant ce qui se passe à l'étranger, en travaillant sur un plan scientifique avec les collègues également à l'extérieur de la France. Hein. Nous avons bientôt un meeting avec les Anglais et les Allemands pour voir comment nous allons justement évaluer tous ces outils numériques. Oui, vous enrichissez beaucoup d'expériences à l'étranger. Quel pays vous visez, avec lesquels vous avez des relations plus suivies, des pays européens? Alors évidemment beaucoup avec l'Europe. Hein. D'abord dans ce qui est évaluation des médicaments au travers de NETA, médicaments et dispositifs. Vous savez que c'est un réseau européen d'évaluation scientifique des produits de santé. Qui est en train de se renforcer et qui risque fort de se pérenniser et dans lequel nous souhaitons jouer un rôle important. Nous travaillons aussi avec des réseaux internationaux des pays de l'OCDE, le Commonwealth Fund, et puis nous travaillons pour chaque dossier, nous faisons toujours un benchmark international parce que selon les dossiers, un pays va être plus avancé que nous ou au contraire nous y serons en avance. Et d'ailleurs, de très nombreux pays nous demandent de plus en plus de traduire nos recommandations, nos évaluations, nos dossiers, de façon à en faire profiter le maximum de pays. Avec les changements politiques que l'on connaît, est-ce que les relations avec les grandes agences américaine, demain avec le Brexit anglaise, si le Brexit passe, ou italienne, enfin, etc. Tout ça, vous continuez à avoir des relations de travail Nous continuons à avoir des relations de travail. Avec les États-Unis, le système est tellement différent. Ils n'ont pas d'agence d'assessment, technology assessment comme on dit. Ils ont eu un équivalent de la NSM qui est la FDA, mais ils n'ont pas d'équivalent HAS. Ce sont des organismes dispersés, il n'y a pas d'organisme national. Mais par contre, par exemple avec les Anglais, nous travaillons beaucoup et nous continuerons à travailler, je crois, même après le Brexit. Et maintenant, on dit également que peut-être il y aura une réorganisation des agences en France. Vous pouvez nous dire vers quoi on va? Est-ce qu'il y aura des évolutions avec les autres agences? Vous ne nous le direz peut-être pas, mais peut-être que si. Non, et là, c'est plus du domaine de la ministre que de la présidente de la Haute Autorité de Santé. Mais vous pensez quand même qu'il faut encore faire un travail de fond pour que les professionnels de santé, les structures hospitalières notamment, puissent acquérir de bons réflexes, de méthodologiques, d'évaluation, enfin... Effectivement, vous avez dit à juste titre que ça fait 20 ans, la certification. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire, à votre avis? Oui, il y a des choses à faire. On progresse à chaque étape. D'abord, pour mettre à niveau tous les établissements. Il y en a qui sont très novateurs, il y en a d'autres qui sont plus en difficulté. Il faut les accompagner aussi. Mais c'est surtout pour
nous mûrissons et la certification mûrit en même temps que les établissements. Et donc nous fixons des objectifs de plus en plus ambitieux et qui vont beaucoup plus aujourd'hui vers les résultats pour les patients, pour les équipes, de façon à ce qu'elles puissent s'approprier davantage la culture qualité et puis le résultat, qu'elles puissent s'évaluer par rapport aux autres, par exemple. C'est une culture que nous avons encore assez peu en France. Oui, vous savez ce que l'on dit? On dit souvent que l'administration court derrière les innovations, que tout va trop vite. Vous avez ce sentiment aussi? Vous êtes aussi, vous l'avez rappelé, un médecin. Il y a quelques années, même courtes années, vous étiez réellement dans une activité médicale. Vous avez le sentiment que c'est pas simple que les réglementations suivent. Il y a cet fameux article 51. Quand on interroge les gens, on se dit ça bouge pas assez vite. Oui, je crois que la situation actuelle est particulière. Je pense qu'elle demande aux professionnels une capacité de changement qui est extrêmement importante et qui peut être déstabilisante. Et ce que nous cherchons, c'est à les aider au maximum. La Haute Autorité de Santé, elle est là pour les outiller, pour essayer de co-construire ensemble des outils et de se donner des objectifs communs. Mais c'est vrai que c'est une période complexe. Co-construction, vous avez le sentiment que quand même les professionnels de santé, les établissements acceptent plus facilement de travailler ensemble, d'échanger? Si j'en crois... Ou il y a un décalage entre ce que l'on espère quand on est responsable et la réalité? Alors, vous savez, j'ai quitté l'hôpital il n'y a pas si longtemps, donc je sais bien que de l'hôpital, on peut voir l'HAS comme une tour d'ivoire dans laquelle un peu déconnecté du terrain. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que je souhaite bouger dans l'image qu'ont les professionnels, parce que les professionnels et les patients, c'est leur maison, la HAS. La HAS ne défend pas des intérêts catégoriels, elle est là pour trouver les consensus, les meilleures pratiques, les meilleures recommandations pour que tout le monde progresse. Madame Le Guludec, mes deux dernières questions. Les parcours de soins, c'est un grand chantier. Franchement, quand on regarde, pour nous, c'est un peu une boîte noire. Vous travaillez sur quoi? Est-ce que ça avance? Comment vous les établissez? Comment ça sera financé? Et dernière question, comment les professionnels vont comprendre ces évolutions? Alors oui, c'est nouveau les parcours, hein, c'est nouveau même pour nous. Et donc nous avons développé une méthodologie, nous travaillons beaucoup avec la CNAM sur les parcours. Et je crois que c'est essentiel parce qu'un des défauts de notre système, c'est le cloisonnement. Et on voit bien que ce défaut coûte aux patients et à l'usager du système, puisque ce sont les interfaces dans lesquelles il se perd. Et donc, ces notions de parcours et de continuité, de décloisonnement à tous les niveaux, que ce soit ville-hôpital, que ce soit soins et médico-social, il est extrêmement important que l'on arrive à progresser dans ce domaine. Alors, vous travaillez sur quoi ? Alors, nous avons décidé à peu près 13 chantiers avec la CNAM et avec les professionnels, avec les CNP. Et nous avons choisi un pilote. Ce que nous faisons, c'est que nous... Les CNP, Madame Le Guludec, les CNP, les collèges nationaux professionnels. Merci. Qui regroupent les professionnels de spécialité. Oui, tout le monde, les millions de personnes qui nous regardent. Bien sûr, bien sûr. Donc ce sont essentiellement les professionnels. Nous travaillons également avec France Asso Santé sur ce chantier, partenaire extrêmement important, avec plusieurs étapes. D'abord, il faut actualiser les guides parcours ou les élaborer quand il n'y en a pas. Ensuite, il faut, en groupe de travail, déterminer quels sont les points de rupture, quelles sont les difficultés dans ces parcours, et puis trouver les indicateurs correspondants. En plus, ces indicateurs, il faut les trouver dans les bases médico-économiques parce qu'on ne va pas obliger les professionnels à remplir des tas de paperasses. Donc, il faut les trouver dans les bases. Et ensuite, il faut les tester, voir ce qui s'y revient est cohérent. Nous travaillons beaucoup avec les ARS aussi. Ce que nous faisons, c'est que nous demandons à chaque ARS de se porter pilote pour un des parcours. Par exemple, notre parcours, le premier a été la BPCO, que nous avons travaillé avec les Hauts-de-France, et sur lequel nous sommes en période de test, et qui nous sert un petit peu de modèle. Le deuxième, c'est l'insuffisance rénale chronique, avec l'ARS Pays de Loire, que je ne me trompe pas d'ARS, et chaque ARS, nous avons sollicité toutes les ARS pour... expérimenter ces parcours avec eux dans un premier temps et vérifier leur pertinence. Dernière question, madame. Il y a 2 ou 3 pathologies qui est question de santé publique et qui posent question. Lyme, on en est où? Alors Lyme, nous avons produit des recommandations l'année dernière
pour tenter d'améliorer la prise en charge de ces patients. Vous savez que Lyme, c'est quand même la maladie transmise par les pics délétiques la plus fréquente en France, et que certains patients ont des signes tardifs assez peu spécifiques, dont personne ne sait à quoi ils sont dus, pour être honnête, et qu'il faut quand même prendre en charge. Et donc nous avons donné des recommandations de prise en charge de ces patients, avec un bilan étiologique complet, avec vraiment un bilan le plus complet possible. Et puis surtout, nous avons préconisé une limitation des traitements d'épreuves, et en particulier des limitations du traitement antibiotique d'épreuves. Et nous avons également recommandé, et la DGOS l'a fait, la mise en place de centres de référence auxquels ont adressé ces patients lorsqu'ils posent des problèmes aux médecins généralistes, parce que ce sont des malades compliqués. Alors c'est complexe parce que les infectiologues ne souhaitent pas reconnaître ces symptômes chroniques. Ils ont peur d'une déviation terrible des prescriptions d'antibiotiques inappropriées, et c'est un risque que nous mesurons tout à fait. Donc il faut trouver un compromis entre ces patients qui ont vraiment des symptômes, qui souffrent, qu'il faut prendre en charge, dont il faut prioritairement traiter les symptômes d'ailleurs, hein, et puis faire avec les trous de la science, parce qu'aujourd'hui les tests diagnostiques ne sont pas très bons, et qu'en fait nous ne disons pas que le Lyme chronique existe, mais nous ne disons pas non plus qu'il n'existe pas, parce qu'aujourd'hui personne n'en sait rien. Et nous avons d'ailleurs été confortés dans les recommandations du NICE en Angleterre, qui ont dit à peu près la même chose que nous. Trou scientifique, en un mot, le temps imparti se termine. En un mot, évidemment, l'homéopathie. Alors l'homéopathie, je ne peux malheureusement pas vous dire grand-chose, sauf une chose, c'est que nous avons fait un travail colossal d'évaluation de tout ce qui a été écrit, pourquoi vous ne pouvez pas nous dire grand-chose ? Je ne peux pas vous dire grand-chose parce que nous sommes en plein processus et qu'il y a des processus à respecter pour garantir l'équité, la transparence, la confidentialité Et donc aujourd'hui, je ne peux pas commenter puisque nous sommes au milieu du gué. Eh bien, on prendra rendez-vous pour avoir la fin de l'histoire. Merci beaucoup, Madame Dominique Le Guludec.